Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui va être fait maintenant par notre rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Arrigui de Casanova. Pour compléter la présentation de votre commission, est-ce que vous pourriez nous en indiquer la composition exacte et le mode de désignation de ses membres, s'il vous plaît? Donc sa composition, pardon de commencer par moi, elle a un président qui, en vertu de la loi, est un membre du Conseil d'État, enfin un conseiller d'État, qui, en pratique, est proposé à la désignation du Premier ministre par le vice-président du Conseil d'État. Elle comporte ensuite, dans le collège que je qualifierais de permanent, un magistrat judiciaire qui, en pratique, depuis le début, en tout cas depuis longtemps, est un magistrat de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes, chacun ayant un suppléant appartenant à la même catégorie, 2 personnalités qualifiées, dont une ayant une expérience du secteur privé. Actuellement, l'une des personnalités qualifiées est un ancien ingénieur général des mines qui, tout en ayant été dans l'administration, a été aussi dans le monde de l'entreprise, et l'autre est un préfet. Et puis ensuite, alors il y a aussi 2 directeurs du personnel, des RH comme on dit maintenant, d'administration centrale. Et la particularité du système actuel, c'est que, outre cet ensemble-là, pour la fonction publique de l'État du moins, il y a une variante pour la fonction publique territoriale avec un représentant des associations d'élus des collectivités locales concernées, un représentant de la catégorie des directeurs de services de départements ou de communes, etc., enfin de fonctionnaires de haut niveau des collectivités territoriales. La particularité, c'est que dans ces différentes variantes, donc à géométrie partiellement variable selon que le fonctionnaire concerné est issu de la fonction publique de l'État, des collectivités territoriales ou hospitalières, il y a aussi 2 membres différents qui siègent quand c'est la fonction publique hospitalière, il y a le représentant de l'autorité administrative employeur qui sera appelé à décider sur l'avis de la commission, qui siège au sein de la commission avec voix délibérative. Voilà. Donc voilà en gros le mode de composition. Je n'ai pas précisé davantage qui désigne, mais l'usage, c'est que le président de la Cour des comptes propose un nom qui est retenu. Le président de l'Association des départements de France propose un président de conseil général ou un conseiller général, et ainsi de suite. Alors, je voudrais partir d'un cas concret que j'ai en tête. Je n'ai pas nommé la personne, bien sûr, mais le cas que j'évoque est réel, d'un conseiller maître à la Cour des comptes en charge de la législation fiscale européenne et internationale, qui avait écrit un tas de papiers fort intéressants sur le sujet de l'évasion fiscale, précisément, très, très pointu, très intéressant, dans une revue qui s'appelle Finances publiques, peut-être, enfin j'ai un doute sur le titre, mais en tout cas, je crois que c'est ça. Et la personne en question est devenue, en début de cette année, conseiller en fiscalité à la banque BNP Paribas. Alors, je ne sais pas si vous avez été saisi de ce dossier particulier, mais voilà, je ne vous cache pas que ça me pose question, très très clairement, au regard du sujet qui nous intéresse. Donc, c'est cet angle-là qui fait que nous souhaitions vous auditionner aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas là matière à questionnement? Je ne vais pas plus loin pour l'instant. C'est vraiment un fait qui m'a interpellé, et j'aimerais avoir votre sentiment sur la façon de traiter ce genre de dossier, enfin, qu'est-ce qui est pris en compte et comment ça fonctionne, quoi, et comment c'est possible. Alors, dans un cas comme celui-là, si c'est bien celui que j'identifie compte tenu des indications que vous donnez, il a été soumis à la commission, d'ailleurs pas au titre de la saisine obligatoire, et c'est justement l'une des failles du système. Car je suis bien de votre avis, ce type de passage du public au privé pose au moins autant de problèmes, et en tout cas des problèmes plus délicats que celui du fonctionnaire qui a été appelé à surveiller ou contrôler une entreprise dans les 3 ans précédents et puis qui voudrait se faire embaucher avec comme nouvel employeur celui sur lequel il a eu à exercer un contrôle ou à propos duquel il a eu à proposer des décisions. Donc le cas que vous évoquez a été soumis à la commission dans l'exercice du pouvoir qu'a l'administration concernée, le ministre concerné, de le faire à titre facultatif. Et c'est une question très difficile parce qu'il y a déjà un élément de contexte qu'on ne peut pas ignorer, même si ça ne peut suffire à expliquer ou justifier n'importe quel avis, notamment favorable.
c'est que s'agissant des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, en particulier de ce qui est aujourd'hui la Direction générale des finances publiques, les possibilités de déboucher à l'intérieur de l'administration se trouvent singulièrement amoindries par rapport à ce qui existait quelque temps auparavant. Je crois que la fusion, le rapprochement des différents secteurs a supprimé un certain nombre de perspectives classiques pour des hauts fonctionnaires, pour des fins de carrière, je dirais. Tout le monde ne finit pas directeur du service ou directeur général. Beaucoup de postes, conservateurs des hypothèques ou d'autres, enfin bref, ont été... n'existent plus en tant que tels, ne peuvent plus constituer un débouché. Par ailleurs, le secteur public au sens strict, les entreprises publiques du secteur non concurrentiel, il y en a moins. Voilà. Alors, ça, c'est un élément d'explication. Ça ne veut pas dire que, sous prétexte que la carrière est bouchée au sein du service dans lequel se trouve l'intéressé, il faut permettre n'importe quoi. Alors, le problème dans ces cas-là, c'est de savoir... il y a trois solutions dans les avis que rend la Commission. Il y a les avis d'incompatibilité, qui d'ailleurs lient l'administration, qui dans ces cas-là n'a pas le droit d'autoriser le départ. Mais ceux-ci sont rares. Ils sont rares parce que la jurisprudence de la Commission est assez bien connue. Les rapports annuels sont diffusés, ils sont en ligne. Celui de l'année 2012 est en ligne depuis le 14 juin dernier. Il a été remis au Premier ministre. Et donc, dans les cas où la Commission serait conduite à dire non, c'est impossible, pour une raison soit de prévention du délit pénal, soit d'atteinte à l'indépendance, à la neutralité du service, Votre etc. avis est souverain, il peut être contesté par Alors, dans la mesure où l'avis négatif lie l'administration, elle peut demander une nouvelle délibération. Alors, il est admis que l'intéressé aussi, même si le texte n'a pas été exactement écrit comme ça, mais voilà. Alors, non, la difficulté, c'est qu'il y a donc le cas minoritaire statistiquement de l'avis d'incompatibilité qui débouche, c'est un veto qui n'est contournable qu'avec un joker, si je peux dire, en demandant une nouvelle délibération avec des arguments nouveaux. Il arrive qu'à la lumière d'éléments nouveaux, un avis qui avait été rendu au vu d'un avis d'éléments insuffisamment éclairés puisse finalement être modifié. Il y a les avis de compatibilité simple, nil obstat, voilà, qui sont assez nombreux pour des cas classiques qui ne posent vraiment aucun problème, quand notamment il n'y a aucun rapport entre les fonctions nouvelles dans le privé et les anciennes fonctions de l'intéressé. Et puis il y a la zone intermédiaire qui est très importante et qui, pour la fonction publique de l'État, doit correspondre à plus de 40% des avis, qui sont les avis avec réserve. Voilà. Alors, dans le schéma que vous évoquez, une fois vérifié ce qui a été fait, que l'intéressé, dans ses fonctions qui n'étaient pas des fonctions opérationnelles à la Direction générale des finances publiques, partie contrôle fiscal, etc. Car ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, le chef actuel du contrôle fiscal, il est interdit professionnel à peu près partout pour 3 ans, parce qu'il est réputé pouvoir s'occuper de contrôle de toutes les entreprises de France et de Navarre. Mais dans le cas d'un fonctionnaire de la direction de législation fiscale qui fait des textes, même en matière de fiscalité internationale, une fois vérifié qu'il n'a pas eu à contrôler d'une manière ou d'une autre l'entreprise dont il s'agit, quand je dis contrôler d'une manière ou d'une autre, c'est une conception large, car dans le cas que vous évoquez, si c'est bien celui auquel je pense, la Commission a vérifié qu'il n'avait pas eu à participer à ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, c'est-à-dire des cas dans lesquels une entreprise soumet un projet de montage à l'administration pour savoir s'il lui semble que cela serait envisageable ou au contraire que ça s'exposerait à une contestation sur le terrain de l'abus de droit notamment. En fonction de la réponse de l'administration, c'est un feu vert éventuellement, ou orange clignotant si elle met des réserves, mais l'entreprise ou le particulier, le cas échéant, enfin c'est plutôt les entreprises qui y ont recours, peut se lancer dans l'opération qu'elle envisage avec quelque sécurité. Et donc, la vérification dans ce cas
une fois constaté que le fonctionnaire dont il s'agit n'est pas dans les missions opérationnelles de contrôle fiscal, c'est eu égard aux attributions susceptibles d'être exercées par les hauts fonctionnaires de la direction de l'administration fiscale, c'est de vérifier que dans l'ensemble des dossiers traités depuis 3 ans, qui est la période de référence, il n'y a rien eu concernant la banque qui devait l'accueillir. Alors, une fois ceci effectué, la difficulté, c'est précisément de calibrer la réserve. On peut calibrer la réserve en considérant que, comme on le fait dans des cas qui s'y prêtent éventuellement mieux, que l'intéressé peut partir à condition de n'avoir aucune relation professionnelle avec son administration d'origine pendant les 3 années qui suivent, puisque la loi définit une période de référence 3 ans en arrière et des restrictions qui peuvent être apportées à l'exercice de la nouvelle fonction dans les 3 ans en avant. Bon, mais l'ensemble de l'administration à laquelle il appartient, dans le cas de quelqu'un qui doit rejoindre un service spécialisé en fiscalité de la banque dont il s'agit, ça équivaut à une interdiction pure et simple. Voilà. Alors, entre les deux, il faut calibrer une réserve adéquate, qui a tout le moins, alors je n'ai pas le souvenir de la réserve précise, mais enfin, elle était quand même assez circonstanciée dans ce cas-là, qui consiste à interdire toute relation professionnelle avec, selon le cas, le bureau, la sous-direction, le service dont faisait partie l'intéressé. Pour le surplus, l'avis favorable repose, dès l'instant où aucun risque pénal n'est identifié, repose sur le pari qui s'est parfois vérifié, d'après ce que l'on peut savoir, notamment pour les anciens hauts fonctionnaires des finances devenus avocats fiscalistes ou des cas de ce genre, qu'il n'est pas forcément inutile que quelqu'un qui est un peu la culture de l'administration fiscale aille, j'allais dire, dispenser ou prêcher la bonne parole dans le monde de l'entreprise. On ne peut pas présumer qu'il va nécessairement contribuer à élaborer des montages douteux, voire tombant sous le coup des dispositions concernant l'évasion fiscale, l'abus de droit, etc. Voilà. Mais votre exemple est bien choisi. Effectivement, ce genre de dossier figure parmi les plus difficiles que la Commission ait à traiter. Oui. Est-ce que dans votre champ de compétences, ça recouvre également les champs des membres des collèges des autorités de supervision? Je pense à l'ACP, à l'AMF, les organismes financiers publics, la Banque de France, la Caisse des dépôts, la BPI. Est-ce que vous avez à traiter de ce genre de dossier? Alors, les textes qui, sur ce point, je crois, n'ont pas changé depuis 1993, tels qu'ils ont été interprétés par la commission du temps de mon premier prédécesseur, le président Michel Bernard, entre 1993 et 2005 ou 2006, je ne sais plus très bien. Les textes parlent des fonctionnaires et agents publics. Alors, si on prend ça d'une première approche, un maire est un agent public, un ministre est un agent public. Quand on appréhende certaines autres situations en termes de responsabilité de l'administration, etc. Bon. Mais la logique qui a été retenue et qui apparaît quand on regarde l'énumération qui est au grand 1 de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993, c'est que ce sont les fonctionnaires au sens statutaire, les agents non titulaires de droit public employés par l'État, etc., les membres d'un cabinet ministériel qui sont dans la liste, alors que si la notion d'agent public était entendue de façon générique, ça serait inutile. Ils sont évidemment des agents publics dans le cadre de leur fonction dans un cabinet ministériel. Et puis surtout, au 6e de ce grand 1, il y a les agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante. Autrement dit, pourquoi contractuel de droit public ou de droit privé? Parce que, comme vous le savez sans doute, lors de la création de l'autorité des marchés financiers, et puis ensuite, c'était peut-être déjà le cas auparavant, mais en tout cas, c'est le cas dans d'autres autorités indépendantes ou agences assimilables, bien qu'elles aient des missions de puissance publique et que leurs agents participent au service public, la possibilité de recruter des agents sous statut de droit privé, notamment venant du secteur privé, et d'ailleurs appelés à y retourner, ce qui est un problème auquel il faut veiller, a été ouverte. Autrement dit, dans cette énumération relativement précise, telle qu'elle est conçue, telle qu'on l'applique, on en déduit à contrario que s'agissant des autorités indépendantes, ce sont les agents,
mais pas les membres du collège. Voilà. Et effectivement, il y a sans doute une lacune qui, cela dit, n'est pas très aisée à combler parce que les membres de ces collèges, souvent, enfin en tout cas dans le secteur financier qui fait l'objet de vos investigations, ce ne sont pas, et heureusement d'ailleurs, que des fonctionnaires ou des magistrats ou des membres de corps de contrôle indépendants, ce sont parfois des acteurs du secteur privé. Et par conséquent, le contrôle n'est pas tout à fait de même nature. Voilà. Alors, ça peut se résoudre autrement. J'ai en tête une affaire qu'a jugé le Conseil d'État en tant que juge des sanctions de l'autorité des marchés financiers, qui a annulé une sanction infligée par la commission des sanctions de l'AMF parce qu'avait pris part à la délibération quelqu'un qui est membre de la commission des sanctions, mais qui avait été en relation d'affaires et d'ailleurs de concurrence avec la personne qui était poursuivie dans la commission des sanctions. Bon. Hypothèse de conflit d'intérêts ou de manquement à l'impartialité qui est de nature à vicier, le cas échéant, la décision prise par l'organe ainsi composé. Mais ce genre de difficulté peut se résoudre dans le cadre de cette pathologie, si je peux dire, mais elle n'est pas envisagée, en tout cas, elle n'est pas dans le champ de l'article 87 de la loi 93, ni donc dans le champ de compétence de la commission que je préside. Alors, deux dernières questions, si vous le permettez. Le rapport Sauvé avait formulé un certain nombre d'amendements, de modifications suggérées. Est-ce que certains de ces amendements ont été mis en œuvre depuis et de votre point de vue, là où vous êtes, de quelle réforme feriez-vous la suggestion éventuellement pour éviter ces difficultés qu'on vient d'évoquer? Et une dernière question un peu plus sulfureuse, entre guillemets, puisque nous avons commencé cet après-midi dans une certaine ébullition médiatique, pour les raisons que vous savez, et pourtant tout ça s'est très très bien passé à l'interne. J'évoquerai le cas de M. François Pérolle, en 2009, qui était nommé donc à la tête du groupe BPCE, et ça avait donné lieu à une polémique assez intense à l'époque. Est-ce que vous pourriez présenter votre point de vue de la Commission sur ce dossier particulier à l'époque, votre vécu? Je commence par le premier point. Le rapport Sauvé a donné lieu au début de l'année 2011 ou 2012, je ne sais plus. Enfin bon, il y a un certain temps, dans le cas des législatures précédentes, enfin je parle de la législature de l'Assemblée nationale, à un projet de loi qui en reprenait certaines propositions, mais d'ailleurs pas toutes. Mais ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, je crois, et comme on dit tombé à la trappe, je crois qu'il est caduc. Toujours est-il que, et de ce point de vue-là, votre question vient à point nommé, ou si j'ose dire un peu trop tôt. Le gouvernement, d'une part, a présenté un projet de loi sur la transparence de la vie publique qui traite certaines des questions qui étaient envisagées dans le rapport Sauvé, comme d'ailleurs dans le rapport Jospin, qui avait repris certaines des propositions du rapport Sauvé en ce qui concerne le contrôle de la déontologie et des conflits d'intérêts. Donc il y a le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui appréhende une partie des questions dont nous parlons, qui devrait venir au Sénat bientôt, puisque j'ai appris qu'il venait d'être adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. En particulier, alors il définit les conflits d'intérêts, il élargit les questions de déontologie susceptibles d'être soumises à une autorité qui en est chargée, mais il ne fait pas le choix proposé par le rapport Sauvé, tout comme l'avait fait ensuite le rapport Jospin il y a un peu moins d'un an, d'une autorité unique. Par conséquent, en l'état des informations dont je dispose, la commission de déontologie que j'ai l'honneur de présider devrait subsister. Mais là, c'est un projet de loi qui a été annoncé dans une communication en Conseil des ministres et dans des déclarations à la presse de Mme Lebranchu, je crois, pour la mi-juillet, donc c'est imminent, qui donc maintient une commission de déontologie distincte de la haute autorité nouvelle, mais avec des missions précisément élargies, d'après ce qui m'a été dit. D'après les contacts que j'ai eus, parce que j'ai été consulté qualité sur ces orientations. Et donc en élargissant les attributions de la commission de déontologie, en rendant à nouveau obligatoire sa saisine pour tous les départs dans le privé, et en élargissant ses attributions à
sinon toutes sortes. Je n'ai pas encore vu le texte par définition, tel qu'il sera déposé en Conseil des ministres. Il n'est pas encore définitif, mais à toutes sortes de questions de déontologie, y compris des recommandations générales ou des cas particuliers. Voilà. Alors, donc, la seule chose, si vous voulez, mais ça s'éloigne un peu de votre sujet, enfin, encore que vous êtes meilleur juge que moi pour le dire, c'est est-ce qu'il faut une autorité unique qui s'occupe de tout, ou est-ce qu'il faut une autorité pour un certain public, si je peux dire, et puis une commission de déontologie pour les fonctionnaires telle qu'elle existait. Alors, le rapport Jospin, comme auparavant le rapport Sauvé, proposait une autorité unique. L'actuel gouvernement, comme le précédent, fait le choix de proposer des autorités distinctes. Alors, il y a des problèmes de recoupement qui peuvent se poser, mais je crois qu'il ne serait pas très réaliste d'envisager, si je regarde les centaines de cas dont on est saisi chaque année, qu'une haute autorité composée comme celle qui est créée par la loi adoptée récemment par l'Assemblée nationale, qu'il soit raisonnable qu'elle s'occupe de la question, si importante soit-elle pour l'intéresser, bien sûr, d'un fonctionnaire de catégorie B d'une commune qui veut rejoindre une entreprise et pour lequel il faut vérifier si, dans le service technique de la commune, il s'est occupé ou pas de marcher avec cette commune. Et je ne parle pas des innombrables cas de cumul d'activités qui concernent souvent des fonctionnaires de niveau modeste. Voilà, donc, en résumé, ce que j'ai dit à titre liminaire le suggérait peut-être, mais je pense qu'il faut un peu reconsidérer les cas de saisine de la commission de déontologie, peut-être rendre à nouveau obligatoire ce qui apparemment est l'orientation retenue, sa saisine pour tous les départs dans le privé. Sans doute, en tout cas à mon avis, rendre facultatif sa saisine pour les cumuls d'activités, à supposer que le principe d'un cumul d'activités pour création d'entreprise soit maintenu dans le nouveau paysage statutaire qui est modifié sur de nombreux points, je crois, avec l'insertion dans le statut général de règles de déontologie qui jusqu'à présent étaient un peu non écrites. Voilà, donc on est un peu entre... peut-être que j'aurai l'honneur d'être entendu au Sénat ou à l'Assemblée nationale en cette qualité lors de l'examen du futur projet sur lequel on saura un peu plus de choses à la mi-juillet, je crois. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'affaire Peyrolle, l'affaire Peyrolle, bon, il y a eu des malentendus, des polémiques. Voilà, mon prédécesseur a dit des choses, on lui a prêté des propos par ailleurs qu'il n'avait pas forcément tenus. Bon, ce que j'en dirais simplement, c'est la chose suivante. Précisément, elle a mis en évidence une faille importante de la loi de 93 modifiée 2007, qui est l'absence de saisine obligatoire de la commission en dehors du cas où il est suffisamment établi que l'intéressé a pu être en situation de contrôler, de proposer des décisions, etc. Et la difficulté majeure pour les cabinets ministériels ou les collaborateurs du président de la République, c'est que quand vous avez un fonctionnaire qui est sous-directeur de la sous-direction B2, je ne sais pas quoi, il y a un organigramme, on sait ce qu'il est censé faire, c'est au JO, l'organisation des ministères fait l'objet de textes réglementaires qui sont publiés. On sait qu'il a une délégation ministérielle, ça résulte du décret du 27 juillet 2005, si c'est un sous-directeur, ou sinon les délégations sont publiées aussi. Bref, on sait ce qu'il est censé faire. Et par conséquent, s'il lui prend, j'allais dire, fantaisie de vouloir partir dans une entreprise qui est dans le champ de contrôle, de tutelle, etc., du service dans lequel il exerce ses fonctions, et il aura beaucoup de mal à démontrer qu'il n'a pas été dans le cas de... Bon. Les membres des cabinets, ils ne font rien ou ils font tout, enfin ils font pas mal de choses, je n'en doute pas, mais il n'y a pas d'organigramme. Enfin, pas nécessairement. En tout cas, il n'y a pas de texte, même si on voit parfois dans la composition du cabinet ministériel au JO, conseiller chargé d'eux. Oui, mais chargé d'eux, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, la difficulté, c'est que dans le cas de M. Peyrolle, la question de savoir si la commission devait être saisie n'était pas évidente. Et en même temps, elle se confondait avec la question de savoir si alors elle devait être saisie pour dire c'est impossible. Alors, cette affaire malheureuse a eu quand même une conséquence heureuse, c'est que la loi du 3 août 2009 a rendu obligatoire la saisine de la commission pour tous les anciens membres de cabinet ministériel et collaborateurs du président de la République. Autrement dit, dans leur cas, prenons le cas d'un administrateur civil qui, pendant
pendant 3 mois a été membre de cabinet, et puis sur le reste de la période de 2 ans et quelques a été simplement un service d'un ministère. Du seul fait qu'il a été membre de cabinet pendant la période de référence, son cas doit être soumis à la commission, même s'il rejoint par exemple un cabinet d'avocats qui n'est pas une entreprise au sens de l'article 432-13 du Code pénal, et par conséquent qui ne donne pas lieu au contrôle dit pénal. Bref, un fonctionnaire qui part comme avocat n'est en aucun cas dans le champ de la saisine obligatoire, puisque c'est une activité libérale. En revanche, s'il est membre de cabinet, son cas est obligatoirement soumis à la commission. Voilà. D'ailleurs, mon prédécesseur avait même posé comme règle que tous les dossiers venant de membres de cabinet donnaient lieu systématiquement à convocation de l'intéressé devant la commission pour pouvoir le questionner, parce que précisément, on exige et on obtient une attestation sur l'honneur du ministre quand c'est le directeur de cabinet, du secrétaire général de la présidence de la République, le cas échéant, ou bien du directeur de cabinet ou du secrétaire général de la présidence de la République si c'est un membre du cabinet ou un collaborateur du chef de l'État. Mais bon, une fois qu'on a ça, il faut quand même chercher à en savoir plus, et la confrontation orale peut être utile. Voilà. Alors, dans les derniers mois, on a un peu assoupli cette règle parce qu'on a eu beaucoup de cas de membres des cabinets d'avant l'alternance qui partaient pour exercer des fonctions n'ayant manifestement aucun rapport avec même les attributions du ministre dont ils étaient le collaborateur, et donc convoquer quelqu'un pour échanger quelques banalités, ça n'apparaissait pas utile. Mais enfin, assez souvent, et encore le plus souvent pour tous les dossiers potentiellement délicats, on les convoque. Voilà, donc on en est là. Les failles antérieures à l'affaire Peyrol ont été comblées par le législateur en 2009. La commission examine systématiquement. Voilà, mais reste la difficulté de savoir exactement ce que fait quelqu'un qui n'est pas clairement dans un organigramme. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre audition est terminée. J'avais une toute petite question. Moi, avez-vous été choqué par des situations qui n'ont pu exister qu'en raison du fait que la Commission n'a pas été saisie? Mais ça, c'est oui ou non, ce n'est pas des non. Je n'en ai pas vraiment connaissance, mais je n'ai été nommé à la présidence de cette commission que depuis un peu moins d'1 an. Donc il se peut que de tels cas aient existé. J'espère pas trop qu'il en existera à l'avenir, mais je n'ai pas de situation en tête sur cette brève période. Merci beaucoup. Je vous en prie.